Et nous faisons un dernier point sur l'actualité valdoisienne, le flash avec Alexis Duvauchel. Une nouvelle école d'ici la rentrée à Persan. La municipalité a posé la première pierre du nouveau groupe scolaire situé sur la rive de l'Oise. L'établissement comptera 4 classes de maternelle et 6 classes élémentaires, ainsi qu'une partie accueil de loisirs. Les écoles de la commune comptent plus de 1700 élèves pour 13 400 habitants. Cette nouvelle école a coûté 6 300 000 € et la création de ce nouvel établissement entraînera une révision de la carte scolaire. Les coupes rases d'arbres vont s'intensifier dans la forêt de Montmorency en cause de la maladie de l'encre qui progresse dans cet écrin de verdure depuis un premier signalement en 2012. Une forte aggravation a été constatée en 2016 et 2017. L'Office national des forêts a identifié que 160 à 220 hectares étaient déjà fortement touchés. Au total, ce sont 400 à 570 hectares qui sont menacés à moyen terme. La surface des coupes a plus que doublé en un an avec une surface de 39 hectares prévue pour cette année, soit une taille quasiment équivalente à une superficie d'une ville comme Deuil-la-Barre. La maladie de l'encre s'attaque aux châtaigniers dont est constituée à 70% la forêt. Le collectif des vrais gens, comité d'habitants pour le développement du Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis, a organisé une réunion publique jeudi en partenariat avec la mairie de Gonesse concernant le projet Europa City, dont le collectif est favorable. Des représentants du projet étaient présents pour répondre aux questions des habitants du territoire concernant l'emploi et la formation. 10 000 postes sont prévus en phase d'exploitation du site qui ouvrira en 2027. Les secteurs évoqués sont les métiers du bâtiment, de la cuisine ou encore du tourisme, avec l'ambition de 75% d'emplois pourvus par des gens du territoire. À Cergy, samedi, un instrument peu commun a pu être essayé par les habitants, le gamelan javanais, un instrument collectif de percussion présent à l'hôtel d'agglomération après avoir été testé par les écoles pendant la semaine. Pendant près d'une heure, une quinzaine de personnes ont pu jouer du gamelan en suivant scrupuleusement les consignes d'Abdelslem Gerbi, musicien et intervenant pour la Philharmonie de Paris, à qui appartient cet instrument fabriqué en 1993 par la Cité de la musique. Entièrement en bronze et composé de gongs et de claviers de lame, le gamelan forme un gigantesque instrument collectif utilisé traditionnellement dans les îles indonésiennes de Java et de Bali. Et enfin, une brocante originale ce week-end de théâtre des Louvrais à Pontoise. Chacun pouvait déposer les biens en bon état dont il n'avait plus d'utilité. Et il était possible de repartir avec l'objet de son choix gratuitement en l'échange d'un simple sourire ou d'un câlin. Il était également possible de faire un don solidaire, qu'il soit financier, alimentaire ou don d'un autre objet pour l'association Culture Solidaire, organisatrice de l'événement en partenariat avec la nouvelle scène nationale dans le cadre du temps fort Art et Humanité. Objectif de cet événement pour l'association, partager des valeurs de solidarité, d'entraide et de partage. Merci beaucoup Alexis Duvauchel. Donc ce matin, un gros câlin à tout le monde. Exactement, vous pouvez, allez-y. Voilà, on fait des câlins. Surtout à Florence qui arrive dans un instant pour le bar de l'économie. C'était la matinale. On se retrouve à 12h15 en compagnie d'Alexis Duvauchel pour un nouveau point sur l'actualité valdoisienne. Voilà. Et micro Florence, on discute tous les deux. Bonjour Florence. Bonjour Christophe, bonjour à tous, bonjour à tous. Présentez-nous un petit peu ce qui va se passer tout au long de cette semaine dans le bar de l'économie. Vous me faites une de ces têtes. Mais écoutez, je vais surtout vous dire de quoi nous allons parler aujourd'hui. Oui, mais toute la semaine vous êtes là. En tout cas en alternance avec Jacqueline. En alternance avec Jacqueline cette semaine. Donc il y aura de la culture, de l'éco, comme ça. Il y aura beaucoup d'économies, beaucoup d'invités, beaucoup de personnalités. Cette semaine, c'est une semaine choc. Bon, la semaine dernière aussi. Comme toutes les semaines, de toute façon. Toutes les semaines, de toute façon. Et donc, au menu de ce nouveau bar de l'économie? Eh bien, beaucoup de choses aujourd'hui. On va parler de l'actualité qui est très riche. Je vais vous faire un petit point sur l'actualité internationale que nos invités vont avoir le plaisir de commenter. On va parler du Brexit, alors. Des gilets jaunes. Non. Justement, non. Tout sauf le Brexit, parce que j'en ai déjà parlé beaucoup. On va parler d'Algérie, de la Syrie. On va parler donc, bien sûr, pour la France, des gilets jaunes. On va parler côté Nvidia d'une nouveauté très intéressante pour les architectes et tous ceux qui veulent faire de l'environnement quand ils font des dessins, etc. On va parler aussi de tous les rendez-vous cette semaine qu'il y a en Val d'Oise et en Île-de-France, des appels à candidature pour les communes et puis aussi de postes à pourvoir. Et il y en a beaucoup à la fois dans l'industrie mais aussi dans les banques. Très bonne émission, Florence Sueur. On envoie le générique et c'est à vous juste après. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, mais notre second sujet du jour, ce sera les néobanques. Un sujet que nos auditeurs connaissent peu. Bonne émission une nouvelle fois, bonne émission aux messieurs aussi qui sont en face de nous sur IDFM Radio Requin. Et à demain matin pour une nouvelle matinale, 7h09. C'est du passage d'entrée. Ça, c'est du boulot. Ils sont partis? Ouais. J'ai l'impression. On a raccroché.
C'est bon pour toi? Ah bah tout. On y va? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver avec Philippe à la technique pour 90 minutes d'information pour aujourd'hui et pour cette nouvelle semaine qui démarre dans le froid, certes, mais avec le soleil. Donc on est ravis de vous retrouver. Merci en tout cas à tous nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre et à nous suivre, que ce soit en FM, en web radio ou via notre page Facebook. On en est ravis, ça fait plaisir, d'autant que nous sommes, je vous le rappelle, tous des bénévoles et donc ça encourage à poursuivre nos émissions. Alors aujourd'hui, beaucoup de sujets et pour en parler, j'accueille tout de suite Guillaume Vuittet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député du Val d'Oise depuis juin 2017, membre de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale. Vous êtes aussi secrétaire de l'Assemblée nationale, toujours bien sûr étiqueté LREM. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est la seconde fois que vous venez au bar de l'économie. Alors avec vous, si vous voulez bien, nous ferons le point sur l'actualité, bien entendu. Nous parlerons aussi, si vous voulez, de la semaine de l'industrie, mais aussi de lycée international. On a donc des questions à vous poser pour nos auditeurs, aussi d'hôpitaux, d'habitat. Mais avant, j'aimerais que, puisqu'on va avoir le temps, je pense, que vous nous présentiez la vie parlementaire. Voilà, est-ce qu'un parlementaire, ça s'occupe que du Val d'Oise? Que fait-on donc? Comment ça se passe? Alors, au niveau des sujets qu'on verra ensemble, moi, je vous propose, bien sûr, les gilets jaunes, et notamment loi anti-casseurs, fichier national. Pourquoi est-ce que vous avez voté non? On parlera de la semaine de l'industrie. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, il y a beaucoup de postes à pourvoir. Elle s'achève et donc il y a beaucoup de postes à pourvoir, notamment en Val d'Oise et en Île-de-France. Comment peut-on faire? Le Val d'Oise, c'est aussi un département dont la population est la plus jeune de l'Île-de-France. Il n'y a toujours pas de lycée international. Est-ce qu'on peut se poser la question? En tout cas, on voudrait vous poser la question. Et puis, on parlera, si vous voulez bien, de CHU. Il n'y a pas d'hôpitaux de type CHU en Val d'Oise. Pourquoi? Il y en a d'autres. Il y en a un qui va se faire dans l'Est de Paris. Pourquoi est-ce que le Val d'Oise n'est pas inscrit dans toutes ces grandes organisations? À vos côtés, Christophe Godot, bonjour. Bonjour. Christophe Godot, vous dirigez la société Canbase. Vous étiez vous aussi venu nous voir il y a quelque temps. Merci pour votre seconde présence. Alors vous accompagnez aussi les petites entreprises dans leur développement en leur offrant des services. On va en reparler ensemble parce que vous avez 11 camps, on peut dire 11 zones où on peut s'établir avec vous, mais aussi en province. Et on parlera un petit peu de la province ensemble. Vous avez créé un mot qui s'appelle le backing. On va voir ce que c'est que le backing. Vous nous expliquerez ce que ça veut dire. Et puis enfin, à nos côtés, notre start-up du jour, bien sûr, c'est Alexandre Sanvélian. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable commercial de Manager One, une société qui travaille dans ce qu'on appelle les néobanques. Et justement, c'est le sujet que l'on va découvrir avec vous aujourd'hui. Et d'ailleurs, je crois que Christophe Godot, vous utilisez les services d'une néobanque et vous nous expliquerez pourquoi également dans ce cadre-là. Mais tout de suite, comme d'habitude, ce sont les infos du jour. Alors, aujourd'hui, je vais parler un petit peu international. Ça fait un petit moment. Avec tout ce qui s'est passé récemment, je n'ai pas fait de point international et c'est un petit peu dommage. Et donc, je voulais vous parler, la première info du jour, c'est les forces démocratiques syriennes annoncent que le dernier territoire du groupe État islamique est tombé. Il a perdu son dernier bastion à Baghouz, donc c'était samedi. Et donc, on peut dire que l'État islamique a été vaincu en Syrie. Et telle a été la déclaration des forces démocratiques syriennes, c'est l'alliance arabo-kurde soutenue par les Occidentaux et les États-Unis. C'est donc la fin du califat autoproclamé il y a près de 5 ans par le groupe État islamique qui, à son apogée en 2014, contrôlait un territoire en Irak et en Syrie aussi vaste que la Grande-Bretagne. À France Info, Vincent Desportes, général en retraite, ancien directeur du Collège interarmé de défense et enseignant stratégie à HEC, déclare qu'il est difficile de parler d'une victoire totale, et je vais le citer. Ce n'est qu'une bataille, la guerre n'est pas gagnée, ce n'est pas une capitulation, c'est un calcul stratégique. Le calendrier et la perspective ne sont pas les mêmes du côté des Occidentaux que des adeptes du califat, c'est tout le problème. Une partie des combattants se sont fondus dans la population, dit-il. Daesh a entraîné des milliers de personnes au niveau local à surgir lorsqu'on a besoin d'eux. En Irak, il y a des attentats quotidiens et Daesh a encore de l'argent à l'extérieur pour continuer ses opérations. C'est donc un défi pour des dizaines d'années encore.
La coalition qui a vaincu matériellement l'État islamique laisse le Moyen-Orient, la Syrie et l'Irak dans un état fort propice à la résurgence de Daesh, dit-il, car nous sommes incapables de reconstruire et de donner les bonnes conditions de vie à Mossoul ou à Raqqa. Il poursuit en disant « Si on ne s'attaque pas à la reconstruction et aux causes profondes du djihadisme, il est assez probable que Daesh revienne d'une façon ou d'une autre. » C'est donc grâce au soutien des militaires des alliés Russie, Iran, Hezbollah, chiites, libanais en tête, que le régime du président Bachar al-Assad a repris le contrôle du pays, mais une partie du territoire lui échappe. Le nord et le nord-est du pays sont sous le contrôle des Kurdes et du Front démocratique syrien arabo-kurde a mené l'offensive finale contre le groupe État islamique avec l'appui d'une coalition internationale menée donc, comme je le disais en introduction, par les États-Unis et avec la France. Donc, comment mettre tous ces gens qui se détestent mutuellement autour d'une table? Eh bien, c'est la question qu'il faut se poser, d'autant que le président Trump laisse 400 militaires engagés, un choix contraint par la géopolitique, car lui, il voulait tout retirer, et donc une position américaine imprévisible. Alors, je vais demander à nos invités du jour ce qu'ils en pensent, et notamment à vous, monsieur le député Guillaume Vuittet. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je trouve que... Alors, j'entends ce que disait le général sur les ondes de France Info. Oui, en effet, tout n'est pas réglé. Mais enfin, oui, en effet, tout n'est pas réglé. Mais enfin, il faut quand même prendre la mesure que c'est une bonne nouvelle. C'est d'abord une bonne nouvelle parce qu'il n'y a plus ce califat, qui était quand même là-dessus un signal terrifiant lancé au monde. Et puis d'abord, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui vivent sur ces territoires. Parce que je crois qu'on a tendance à voir les choses uniquement sous un angle un petit peu aseptisé, en tout cas désincarné. Mais c'est d'abord des centaines de milliers de personnes qui vivaient dans des conditions d'apocalypse, sous un régime complètement autoritaire d'une part, violent, sanguinaire et donc arriéré. Donc c'est d'abord une très bonne nouvelle de ce point de vue-là. Ensuite, il faut saluer quand même l'action de la coalition d'une part, mais aussi des forces démocratiques syriennes qui ont payé le prix du sang, avec beaucoup de courage et avec des valeurs qui leur font honneur. En effet, une grande diversité d'idéologies et de religions dans ces régions. Mais enfin, la coalition arabo-kurde, qui a d'ailleurs y compris des sections combattantes de femmes, c'est quand même pas rien comme symbole dans ce point-là, ont mené un travail remarquable. Alors oui, c'est vrai, l'important c'est la suite. L'important c'est la suite, à deux niveaux. D'une part parce qu'il y a une frustration qui fait que Daesh est déjà, quelque part, une forme de résurgence d'autre chose par rapport au changement de l'ordre mondial dans cette région. Donc il y a une nécessité de reconstruire, une nécessité d'établir des états de droit, il y a une nécessité d'accompagner la reconstruction et la reconstitution des sociétés, et puis aussi il y a une nécessité de trouver là-bas un nouvel ordre pacifique. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, l'Europe aussi était peuplée d'ennemis héréditaires qui se détestaient énormément et qui ont fait quand même quelques petites choses plutôt pas mal depuis. Donc, de l'espoir est permis, c'est ça que vous voulez nous dire. Absolument. Merci beaucoup, Guillaume Vuittet. Autre info internationale, c'est l'Algérie. Un petit point, si vous voulez bien, sur la mobilisation silencieuse de la société civile. Depuis février 2019 et à moins de 2 mois des présidentielles en Algérie, le caractère national et populaire du mouvement de contestation contre le 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika se renforce. Via les réseaux sociaux, hors de tout cadre politique ou syndical, de façon pacifique et spontanée, les Algériens se mobilisent. Une organisation qui s'est fédérée presque exclusivement autour du refus de voir un président de plus de 80 ans malade s'engager pour un nouveau mandat. D'ailleurs, on ne sait pas si les élections auront lieu dans 2 mois ou si elles ne vont pas être retardées. Mais en tout cas, dès le début, de très nombreux jeunes de moins de 30 ans que l'on disait faiblement ou pas politisés, mais qui représentent 54% de la population manifeste, les ont rejoints des femmes. Et aujourd'hui, excusez-moi, les corporations prennent le relais avec les enseignants, le personnel médical, les avocats, les commerçants qui se sont mis en grève le 10 mars pour 5 jours à l'appel de leur organisation. C'est donc bien toute la société civile algérienne qui revendique dorénavant et l'Algérie, c'est un pays de 40 millions d'habitants, composé de 19 millions de personnes connectées à Internet, 60 millions de smartphones et 100 millions de cartes SIM. Tous sont désireux de voir l'Algérie changer pour plus de transparence et de démocratie. Ils dénoncent la corruption et la mainmise de quelques-uns sur les richesses du pays, car la situation économique et sociale s'est lentement dégradée malgré une redistribution sous forme d'aide sociale censée l'atténuer. Une société civile aux multiples facettes, certes, entre modernité et conservative,
et conservatisme, mais que revendique la société algérienne? Eh bien, la possibilité de mettre en place un processus de réforme qui toucherait et impacterait tous les secteurs, tous les champs, constitutionnels, institutionnels, politiques, socio-économiques, culturels et sociétal. Alors, Guillaume Vuittet, qu'en pensez-vous? Écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit un député de la majorité de commenter beaucoup de choses. Autant j'ai un problème qui d'abord occupe comment dire, et de la responsabilité de la société algérienne elle-même. Moi, ce que je remarque, c'est que d'une part, ce sont des manifestations très pacifiques et qui témoignent d'une grande maturité et d'un grand civisme de la société algérienne. Je remarque que cette société évolue. Je remarque aussi que peut-être que c'est un signe que les années noires qu'on a dénoncées pendant longtemps et qu'on a signalées pendant longtemps maintenant appartiennent au passé, parce qu'il y a une cohérence renouvelée de tout cela. Maintenant, c'est à l'Algérie elle-même de trouver ses solutions, et pour le coup, j'ai le sentiment qu'elle est en train de le faire. Eh bien, c'est ce qu'on peut leur espérer. Christophe Godot, qu'en pensez-vous? Je trouve que c'est effectivement un vrai signe de vitalité, en tout cas de la société algérienne. Nous, on regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Algérie. C'est une zone, et l'Afrique du Nord dans sa globalité, c'est une zone qui nous intéresse. Donc en tant que chef d'entreprise, pour vous installer, c'est ça que vous voulez dire? Que ce soit le Maroc ou l'Algérie, ce sont effectivement des pays qui sont en train de s'ouvrir avec de nouvelles réglementations qui nous impactent directement et qui nous intéressent. Donc ça fait partie de l'actualité que l'on suit, et pourquoi pas à un moment ou à un autre penser pour camp de base et une expansion dans ces zones. Merci beaucoup pour votre intervention. Alexandre Sambellian, qu'en pensez-vous? Je rejoins les propos de Christophe Godot. Aujourd'hui, Manager One regarde le Maghreb avec beaucoup d'attention, parce que j'y reviendrai, mais Manager One déploie son offre en France, mais nous vendons également notre technologie en marque blanche internationale à des banques dans le monde. Nous avons déjà des clients en Afrique, et nous sommes en négociation avec quelques banques au Maghreb, et donc l'Algérie fait partie bien sûr de nos cibles. Des pays avec qui vous négociez éventuellement. Merci beaucoup à tous les trois pour ce commentaire. Dernière info internationale, si vous voulez bien, c'est Xi Jinping, le président chinois, en visite d'État de 3 jours en France. Il passe par Nice, Monaco, Beaulieu-sur-Mer, avant le volet officiel de sa visite à Paris. Une réunion inédite se tiendra à l'Élysée avec le chef de l'État, bien sûr, et la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Alors que l'Europe est en plein questionnement sur sa relation avec ce rival qui a dévoilé ses grandes ambitions diplomatiques et commerciales, l'objectif de cette rencontre est d'afficher une coordination européenne face à la Chine, alors que certains pays d'Europe ont déjà signé pour le méga projet chinois d'infrastructure des, entre guillemets, nouvelles routes de la soie, comme on dit. Alors qu'est-ce que c'est les nouvelles routes de la soie? Eh bien, c'est un vaste plan de développement des liens terrestres et maritimes entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe, pour que la Chine accède à la Méditerranée. C'est le cas de l'Italie, qui a signé cette semaine, samedi plus exactement, un protocole d'accord à l'occasion de la visite du président chinois, tout comme d'ailleurs 12 autres pays d'Europe centrale. La Chine a déjà 12% du marché européen, alors qu'elle nous ferme ses frontières. Des relations donc commerciales aux interrogations européennes, comme sur Huawei ou sur la 5G, sur le climat, sur l'avenir du multilatéralisme. Des sujets majeurs ne manquent pas pour le gouvernement français qui pousse pour une approche européenne unie vis-à-vis de Pékin, mais ce sera difficile puisque 13 pays ont déjà signé cet accord. Sur le plan franco-chinois, un an après la feuille de route actée en janvier 2018, lors de la visite d'Emmanuel Macron à Pékin, Paris évoque un bilan satisfaisant, citant entre autres la mise en service de l'ERP de Taishan, le lancement d'un satellite franco-chinois et la levée de l'embargo sur le bœuf français. Alors Guillaume Vuittet, là je pense que vous êtes tout à fait à même de commenter, puisque vous avez été, il fut un temps, en charge des relations avec Pékin. Alors pour la région Île-de-France, à l'époque où j'étais conseiller régional, j'étais hier sur d'autres ondes, et la personne qui commentait cela avec moi disait qu'on était en train d'assister à l'émergence d'un nouvel acteur. En fait, je ne pense pas que ce soit l'émergence, c'est un nouvel acteur, il est déjà installé. Et il a une place d'autant plus forte qu'on observe le retrait des États-Unis de nombreuses discussions multilatérales, et en particulier sur le climat, j'y reviendrai. La Chine, c'est un pays avec qui nous devons avoir un partenariat,
une compétition aussi, elle existe. Il serait totalement illusoire de le nier, et aussi avec des problèmes. Le président Macron parlera des droits de l'homme parce que évidemment c'est un sujet qui est central dans le respect de ce que nous sommes nous-mêmes d'abord. Mais pour autant, il y a aussi derrière, et en effet, à discuter d'un développement conjoint. On ne peut pas faire l'impasse sur 1,4 milliard de personnes, c'est quand même très très compliqué. Et les dirigeants chinois sont eux-mêmes très soucieux d'une forme d'équilibre. Alors, avec des formes qu'on peut contester. Mais je crois, par exemple, je voudrais revenir sur le climat, que leur préoccupation environnementale est réelle. Alors, ils sont le premier pollueur du monde, parce qu'ils sont l'atelier du monde, mais ils polluent aussi parce que c'est nous qui consommons ces produits qui sont polluants, et ils savent bien qu'ils ne peuvent pas continuer sur ce rythme pour leur propre population. Et donc, il y a un souci dans cet équilibre qu'ils essayent de trouver entre la performance économique et le respect de l'environnement. C'est d'ailleurs pas un hasard si eux restent dans l'accord de Paris, alors que les Américains en sont sortis, et on ne peut que le regretter. Enfin, je pense que c'est un pays qui offre pour la France de très nombreuses perspectives aussi. D'une part parce qu'on a un rapport très particulier. La France a été le premier pays avec le général de Gaulle à reconnaître la République populaire de Chine. Je crois que c'était en 1964. Ensuite parce qu'il y a des rapports culturels très, très forts depuis très longtemps. Mais aussi parce que la Chine alterne entre une économie qui est tournée totalement vers l'extérieur. Et aujourd'hui, alors on l'a décrit comme étant un petit peu en panne, ce qui est très relatif quand même par rapport à d'autres économies, parce qu'entre autres, elle a un secteur bancaire qui est compliqué aujourd'hui, mais c'est aussi un pays qui a besoin aussi de promouvoir sa propre demande intérieure, aussi dans ces soucis d'équilibre. Aucune population, l'exigence démocratique était universelle, mais celle aussi d'une croissance partagée et l'est tout autant. Et je crois qu'il y a là-dedans une période dans laquelle il y a des perspectives pour les entreprises françaises. Merci beaucoup Guillaume Butet pour cet éclairage nouveau. Autre information aujourd'hui, cette fois en France, 19e samedi de mobilisation des Gilets jaunes et première manifestation sans débordement majeur. Ce 23 mars, environ 40 000 personnes se sont mobilisées sur toute la France. À Paris, les manifestants étaient 5 000 contre 10 000 la semaine dernière. Et la préfecture de police annonce avoir procédé à plus de 6 800 contrôles sur la France, 70 interpellations et 49 verbalisations sur le périmètre interdit qui comprend les Champs-Élysées, la place de l'Étoile, la place de la Concorde et autour de l'Assemblée nationale. Après avoir fait tomber les têtes dirigeantes à la préfecture de Paris, il a été fait appel à la force Sentinelle, c'est-à-dire le renfort par des militaires de la force antiterroriste Sentinelle pour protéger les bâtiments officiels et sites sensibles afin de décharger les policiers. Le chef de l'État a d'ailleurs dénoncé depuis Bruxelles ce recours à l'armée, un faux débat, dit-il, car l'armée n'est en aucun cas en charge du maintien de l'ordre, alors que pour les Français, le premier rôle de l'État est la sécurité des biens et des personnes. Guillaume Butet, quel est votre avis là-dessus? Alors là, vous venez de dire plein de choses. Donc, premier point, c'est sur le recours aux forces de l'opération Sentinelle. D'une part, c'est pas la première fois, c'est la première fois qu'on le dit de cette façon, de façon claire. Les forces armées défendent des ensembles de bâtiments publics et c'est normal. Et ils ne sont pas dans les opérations de maintien de l'ordre. Là, en effet, le président Macron a raison. Il y a une ambiguïté qui a été manipulée en la matière. Il faut être très clair, ce ne sont pas les forces armées qui maintiennent l'ordre dans ce pays, ce sont les forces de police, les forces de gendarmerie, les forces de l'ordre, et c'est leur travail, et chacun est dans son travail. Ça, c'est une première chose, et c'est très important de le dire. Mais vous avez raison de dire que c'est la force Sentinelle qui protège tous nos bâtiments. On le voit bien en Gare, oui, c'est ça, c'est pas nouveau. Ils sont présents. Et c'était, à mon avis, important de le réaffirmer, parce que dans les événements de la semaine dernière en particulier, on peut faire bien sûr une inquiétude, et il était important de rappeler un peu les fondamentaux en la matière. Ensuite, vous l'avez souligné aussi, alors moi j'avais des chiffres même un peu supérieurs, près de 7000 contrôles préventifs ont été opérés à ce titre, c'est-à-dire que comment faire en sorte pour éviter que des personnes tout sympathiques arrivent avec du matériel qui sert simplement à agresser les forces de l'ordre, arrivent sur le lieu de manifestation, autorisé ou pas, mais on voit bien ce qu'il y a là-dedans. Derrière, et je voudrais souligner une chose, d'une part en saluant le travail des forces de l'ordre, qui quand même sont sur la brèche depuis un long moment, c'est qu'il y a une forme tout à fait nouvelle de dangerosité des manifestations dans ce qui se passe. Parce qu'on a à peu près, on les a identifiés comme étant 1500 casseurs qui se réfugient, qui se servent du reste des manifestants comme boucliers humains, qui les prennent en otage d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai eu dans d'autres endroits l'occasion d'appeler chacun aussi à ses responsabilités. Aujourd'hui, quand on va sur des manifestations non autorisées, on devient l'outil de ces gens-là. Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est de la faute des manifestants, évidemment, ce n'est pas ça le sujet. Et puis, je pense encore une fois aux personnes qui ont été blessées, la personne en particulier, la personne âgée qui a été blessée hier avant-hier à Nice.
et j'espère que ça se passera au mieux pour elle et au plus vite possible. Et il faut expliquer comment tout ça est arrivé, parce que c'est aussi ça, la rigueur qu'on doit avoir à l'égard des forces de police, et en tout en les soutenant, c'est de dire qu'à chaque fois qu'il y a un événement grave, il faut qu'il y ait une enquête, une explication derrière. Mais pour autant, aujourd'hui, on a un mouvement qui n'est plus celui du début. On peut en convenir, y compris d'ailleurs numériquement. Alors peu importe que ce soit 30-40 000 par rapport aux 300 000 qu'il y avait au départ, ça n'a plus rien à voir. Et en termes d'action et de motivation, je pense que c'est très différent. Et je pense qu'il est important aujourd'hui que chacun se rende compte, que chacun comprenne qu'il y a une toute petite minorité très agissante qui prend en otage les manifestants et qui, par ailleurs, est là pour casser, détruire. Les premières victimes sont d'abord les commerçants, mais aussi leurs employés. Je voudrais qu'on comprenne cela aussi. C'est qu'il y a eu, je crois, 170 millions d'euros de dégâts, c'est le chiffre que j'ai en tête. C'est énorme, et puis c'est le énorme. 30% de baisse du chiffre d'affaires des commerçants. Mais ce sont d'abord des personnes qui sont employées, qui viennent de nos banlieues, qui tous les matins se rendent à Paris sur les Champs-Élysées pour travailler, qui aujourd'hui sont parfois en chômage technique, parfois, et puis sans compter évidemment un traumatisme très fort quand on est serveur dans un bar, qu'on voit l'endroit où on travaille saccagé de cette façon-là et avec une telle violence, évidemment c'est effroyablement traumatisant. Bon, effectivement, le grand débat est passé par là, le grand débat national. Donc c'est un petit peu normal qu'il y ait moins de, enfin il me semble qu'il y ait moins de manifestants. Ceci dit, vous avez dit tout à l'heure, donc là on a déjà fait appel à la force Sentinelle, donc vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le chef de l'État, en tout cas c'est ce que j'ai compris. Mais du coup, pourquoi n'a-t-on pas fait appel plus tôt à la force Sentinelle finalement? La force Sentinelle, elle est présente. Je suis d'accord avec le chef de l'État. Je pense que c'est un faux procès que d'opposer la force Sentinelle qui est présente sur le territoire parce qu'il y a des risques terroristes depuis longtemps et qu'il s'est concentré sur la protection des bâtiments, et c'est son rôle. Justement, en l'espèce, le chef de l'État a raison de rappeler la différence qu'il y a entre l'action des forces armées qui protègent les bâtiments et l'action des forces de l'ordre qui maintient l'ordre dans un univers de manifestation. Vous savez, la semaine dernière, il y a eu 45 personnes à Paris qui ont manifesté pour le climat dans le plus grand calme. Vous parliez de l'Algérie juste avant, il y a des manifestations toute la semaine d'Algériens qui vivent en France et qui se passent dans le plus grand calme. Il faut aussi protéger malgré tout ces manifestations. Les forces de l'ordre qui sont là ne sont pas là simplement pour éviter les débordements, elles sont là aussi pour protéger les manifestations. Vous imaginez bien que dans l'atmosphère, je pensais à ce qui s'est passé malheureusement en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas, dans l'atmosphère de violence très forte que nous connaissons aujourd'hui, terrorisme latent, il faut non seulement protéger les gens autour des manifestations de débordements éventuels, mais aussi les manifestants d'agressions qui peuvent leur porter. Donc on voit bien comment les forces de l'ordre sont très sollicitées, et donc à un moment donné, les forces armées se concentrent sur les bâtiments, on n'a rien de choquant. Alors dernière question en ce qui concerne donc, ce mouvement des Gilets jaunes, c'est la loi anti-casseurs donc, qui a été votée par l'Assemblée nationale, mais le fichier national, lui, par contre, n'a pas été voté. Expliquez-nous un petit peu pourquoi. Alors, ça va prendre un tout petit peu de temps parce que je pense que c'est important de détailler les choses. Il y a eu là aussi des polémiques qui, à mon avis, sont de mauvaises aloi. Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est qu'il y a un nombre très limité et très actif de personnes qui sont parfaitement identifiées par les forces de police, qui sont souvent, qui font l'objet souvent de procédures judiciaires, parce qu'elles ont déjà été interpellées, ou en tout cas repérées dans le cadre d'actions de casse, et qui aujourd'hui avaient la possibilité de se rendre dans les manifestations comme si de rien n'était, de recommencer. On a un effet de législation qui existe en la matière, mais qui est une législation antiterroriste, donc qui n'est pas adaptée. Et on a souhaité justement faire en sorte qu'on puisse avoir une action préventive, dont il faut encore une fois mesurer quand on dit c'est attentatoire aux libertés, il faut quand même mesurer les choses. Il s'agit d'interdire à ces personnes qu'on a repérées, c'est un avis motivé du préfet qui va leur interdire transitoirement, provisoirement de venir à quelques manifestations, parce que c'est peut-être pas la peine, en particulier quand il s'agit de personnes qui viennent de l'étranger, parce qu'ils viennent beaucoup de Suisse, des Pays-Bas, ce sont les casseurs les Black Blocs sont un peu professionnalisés en la matière, et qui viennent pour casser. Donc il s'agit de protéger quand même nos concitoyens. Donc c'est une action administrative qu'il faut limiter, parce qu'en effet, il faut être très attentif à la préservation des libertés, et donc ce faisant, quand on décide cela, eh bien, il faut amener qu'ils soient inscrits sur quelque chose qui permette de les repérer. Avant un fichier ad hoc, là pour le coup, ce serait dangereux parce que c'est un fichier dont on ne sait pas ce qu'il deviendrait. On a choisi autre chose, une autre voie, qui est de les inscrire temporairement sur le fichier des personnes recherchées, ce qui permet aux forces de police d'agir, mais ce qui évite par contre de créer une sorte de fichier secret qui, en effet, là pour le coup, poserait problème sur le plan du respect des libertés individuelles.
Merci beaucoup Guillaume Butet, c'était important cet éclairage. Je vous propose, avant de finir nos infos, eh bien, de faire une première pause musicale, il est 9h31. Bon, donc, alors, il y a une autre question sur les votes récents, c'est le vote d'ADP. Ouais. Peut-être qu'on en parle. Et puis, est-ce que vous êtes favorable à la vente de Française des Jeux, vous? Je m'en fiche un peu, ouais. Ah bon? En fait, je pense que le fait de vendre des entreprises on observe le contrôle par ailleurs, parce qu'on a tous les moyens juridiques, y compris en restant présent dans le capital, de contrôler les choses. Au même Nissan, personne ne dit que c'est complètement privatisé, pourtant ça l'est, mais il y a encore l'État qui est présent en même temps. Si jamais il s'agit de créer un fonds qui permet l'innovation, moi ça ne me choque pas. Parce que faire dépendre dans le sens un fonds qui soutient l'innovation en matière de nouvelles technologies, du climat, par des entreprises qui ont des résultats qui vont varier. Aujourd'hui, on dit qu'ADP c'est génial, le lendemain Oui, de septembre. d'accord, mais là c'est toucher du cash, d'accord, tout de suite, alors que ADP c'est pas- rapportait le même cash Oui, mais sur un long terme. On le dit aussi sur ADP, qui en effet rapporte du cash sur du long terme. Le lendemain du 11 septembre 2001, je suis pas sûr que ADP rapportait beaucoup de cash. Est-ce que c'est le rôle de l'État de, pour le coup, compter sur l'activité d'une entreprise alors qu'il la gère comme à distance, que de se dire je fais dépendre de ma capacité à intervenir sur l'innovation au travers d'un résultat qui va être aléatoire. Moi, pour le coup, je trouve qu'il n'est pas illogique de dire on a un fonds qui va être placé avec un placement sécurisé. Donc je peux vous poser la question tout à l'heure. Oui, ça, D'accord. D'accord. Sur les fichiers, c'est à peu près clair ce que vous avez... Oui, c'est à peu près clair. Enfin, vous avez compris? Oui, je crois. Vous avez bien compris? C'est Parce que clair ça, pour vous Ça me semble être en effet un faux débat. Parce que, Un faux débat. bah oui, d'avoir ce listing de gens susceptibles. Parce qu'on l'a déjà, c'est ça vous... En fait. Bah, c'est pas qu'on l'a déjà, c'est qu'on puisse l'utiliser, quoi, surtout. Enfin, moi, c'est ça que Oui, j'ai c'est compris, sûr. ça me semble pas aberrant qu'on puisse l'utiliser. Mais c'est très technique. Alors, les avocats sont... Faut y retourner? On y retourne? Ouais. Nous voici de retour au bar de l'économie. Vous venez d'entendre Claude Bolling avec Swing, Swing, Swing. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Guillaume Vuittet, député du Val d'Oise, de Christophe Godot, dirigeant de Camp de Base, et d'Alexandre Sanvélian, responsable commercial de Manager One. Alors, nous sommes toujours dans les infos du jour et nous allons passer à l'info suivante. C'est la perception des Français concernant l'âge de départ à la retraite. Une enquête Harris Interactive et agence EPOCA. 82% des Français sont inquiets lorsqu'ils pensent au risque de dépendance pour eux-mêmes et 83% le sont lorsqu'ils pensent à leurs proches. Mais la simple évocation du financement du grand âge ne suffit pas à rendre les Français favorables à un report de l'âge légal du départ à la retraite. 61% y sont opposés, ni même favorables à un allongement de la durée du travail. 62% des Français y sont opposés. Dans le détail générationnel, les Français plutôt rétifs sont plutôt rétifs à ces évolutions, donc sauf les personnes âgées de 65 ans et plus qui finalement, elles, préféraient continuer à travailler. Politiquement, les proches de LREM eh bien, s'y déclarent favorables, 67%, tout comme les sympathisants de droite et les républicains, 58%. De leur côté, seuls 31% des proches de la gauche et 22% du Rassemblement national s'y déclarent favorables. Dans l'idéal, les Français partiraient à la retraite à 60 ans, alors qu'ils anticipent un départ effectif à 64 ans. Les questions de retraite ne touchent pas que la retraite, c'est-à-dire le montant, mais également le travail, son utilité. Et là, les plus de 65 ans donc, sont favorables à un report. Les perspectives proposées sont soutenues par les citoyens, mais partir plus tard à la retraite ne sonne pas quand même comme une évidence. Donc finalement, un dossier qui va être difficile à gérer. Qu'en pensez-vous, Guillaume Vuittet? J'ai lu l'interview de Jean-Paul Delevoye dans le JDD de ce week-end. Et on lui posait à peu près la même question, est-ce que c'était un dossier difficile ou pas? Et je crois qu'il a répondu, j'ai plus la formule exacte en tête, mais il a dit simplement, vous savez, je savais dès le départ que c'était un dossier difficile, ça l'a toujours été et ça le restera. Ce qui est important à un moment donné aussi quand même, c'est de respecter la parole qu'on a donnée, c'est de tenir ses engagements, c'est de faire en sorte que les gens aient des repères et sachent à peu près où on va. Le président, dans sa campagne, et par la suite, a réaffirmé le maintien de l'âge du départ de l'âge du départ à la retraite, excusez-moi. Et puis, il a dit aussi l'autre chose, c'est que la réforme était dictée par un souci, c'est que 1 euro cotisé rapporte la même chose à tout le monde. Après, donc, on passe à une retraite par points qui va permettre de savoir où on en est, de savoir à quel moment et avec quel revenu on s'en va.
Et comme il faut dire les choses complètement, et il y a aussi là-dedans la réaffirmation d'une chose simple, c'est que la retraite par répartition, qui est notre principe, ça veut dire que ce sont les actifs qui payent la retraite des retraités, et c'est une logique de solidarité intergénérationnelle, fait que, en effet, la discussion de la valeur du point, de la valeur des retraites, devra être une discussion permanente, parce que ça dépend aussi de la richesse que nous créons en commun et que nous pouvons partager. Mais donc voilà, on a des repères qui sont clairs par rapport à ça. En effet, on pourra continuer à partir à la retraite à 62 ans, on pourra continuer à le faire plus tard aussi. C'est d'ailleurs ce qui se passe d'ores et déjà, parce que je crois que beaucoup d'actifs qui sont encore au travail préfèrent partir plus tard. Beaucoup de ceux qui s'arrêtent à 62 ans sont des personnes qui sont en situation d'inactivité au moment de leur 62e anniversaire. Il y a une grande diversité de situations. Je ne suis pas sûr que ce soit une remise en cause de la solidarité, c'est simplement qu'il y a des choix de vie qui aujourd'hui se diversifient. Voilà, et puis on vit plus longtemps, on est en meilleure santé, donc on peut peut-être aussi travailler un petit peu plus, en tout cas pour ceux qui le peuvent ou qui le veulent. Et puis l'enjeu, c'est aussi la dépendance. Je crois qu'on estime aujourd'hui la dépense à un peu moins de 30 milliards d'euros en termes de coûts, et on sait que dans les 20 ans qui viennent, ça risque de doubler. Donc on a là pour le coup un véritable effort, une anticipation de la solidarité à mener, et que nous tous sont concernés. Voilà, parce qu'on sera de plus en plus nombreux à atteindre le même âge et donc une plus grosse population. Merci beaucoup pour ce commentaire. Christophe Godot, ça vous parle? Vous êtes jeune, ça vous parle la retraite ou vous ne pensez pas? Je suis assez d'accord, je ne crois pas que ça soit une crise de solidarité ou un sondage qui montre qu'il y a finalement pas assez de solidarité des Français. Je crois, alors, déjà, c'est ce que vous avez dit, ça dépend beaucoup de l'âge auquel on est consulté, et donc on a un avis qui peut effectivement varier. Et d'ailleurs, on se rend compte que c'est les personnes qui sont plus proches de la retraite, finalement, ne sont. Alors nous, on est effectivement vigilants chez Cambase à ce sujet, puisque nos clients entrepreneurs doivent être aussi protégés dans la préparation de cette retraite. Il n'y a pas une équité parfaite encore sur le sujet, surtout pour les patrons de TPE, puisque la retraite est souvent le fruit d'une retraite complémentaire qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Et voilà, et je crois qu'on doit absolument prendre en considération l'avis des patrons de TPE. Et souvent. Oui, c'est quand même 90% du tissu économique français. Et puis souvent, dans l'esprit des gens, il y a un peu un amalgame entre le patron de TPE et puis le patron de grosses sociétés, de grandes entreprises. Voilà, c'est un sujet qui effectivement qui touche particulièrement cette population, et où je crois l'âge moyen de départ à la retraite est beaucoup plus élevé. Et plus âgé, oui, bien sûr. Bon, en fait, ça veut dire que ce que vous voulez dire, c'est que quand on est chef d'entreprise, finalement, on part quand on veut, et souvent beaucoup plus tard que 63 ans. Souvent beaucoup plus tard. Merci Christophe Godot. Guillaume Vuittet. Oui, juste un point. On a aussi une nature du travail, des carrières qui a changé. Le système de retraite dans lequel nous sommes était sans doute assez compatible avec cette idée qu'on avait des carrières assez linéaires, où on progressait toute sa carrière. Maintenant, on a des carrières fractionnées, des carrières qui ont des hauts et des bas, des carrières qui peuvent être interrompues et qu'on va changer de ce qui avant aurait été un régime différent. Heureusement, ça va être unifié. Mais il y a à prendre en compte cette notion de fractionnement des carrières. Et pour le coup, la logique par points sera beaucoup plus sécurisante pour ceux qui sont dans ces carrières qui vont être encore une fois très changeantes. Je vois mes enfants, je leur demande quel métier ils veulent faire. Alors, la grande qui veut être médecin et qui est en passe de le devenir, mais les autres, ça serait bien qu'ils vont changer 20 fois de carrière. Et ça ne les choque pas d'ailleurs. Et ça ne les choque pas. Mais il faut en effet un système de retraite du coup qui soit adapté à cela. Voilà, donc une harmonisation par système de points, vous l'avez dit, harmonisation donc de tous les régimes de retraite, c'est ça que vous vouliez dire, j'imagine, Guillaume Vuittet. Merci en tout cas pour ce rappel. Oui, c'est important, effectivement. Et d'ailleurs, c'est ce que disent les jeunes startups qui viennent travailler, enfin, qui viennent parler ici, en parlant de leur travail, que finalement, peut-être que tous les 3-4 ans, on change d'entreprise et donc on fait un autre métier. Et ça n'empêchera pas la solidarité d'exister encore. Je vous rappelle qu'on renforce le minimum vieillesse, on renforce un certain nombre de prestations pour les personnes âgées, des mesures telles que le reste à charge zéro sur les audioprothèses et la vue concernent beaucoup, les personnes âgées aussi, c'est bien normal. Donc voilà, ça n'enlève pas la solidarité de prendre en compte la réalité d'aujourd'hui. Mais en même temps, pour ceux qui veulent, les Français ont du mal à embaucher les gens de plus de 55 ans, on le voit bien lorsqu'on
on voit les sondages et puis lorsqu'on fait venir, nous ici au bar de l'économie, des entreprises qui sont dans le domaine des RH, c'est quand même une particularité française de vouloir que des jeunes. Donc les plus de 55 ans ont quand même beaucoup de mal à retrouver du travail. Pourtant, le travail reste quand même pour les Français une certaine manière de s'insérer dans la vie sociale, de la dignité. Donc est-ce que là, on n'a pas aussi un travail à faire, Guillaume Vuittet? On a un travail considérable à faire, évidemment, mais qui n'est pas récent en la matière. Mais vous savez, on va parler de l'industrie dans pas longtemps, je crois, et vous allez me dire quasiment le contraire. C'est-à-dire que dans les difficultés qu'ont les entreprises pour recruter, c'est aussi parce que, d'ailleurs, la nature des contrats qu'on leur adresse impose des personnes qui sont d'expérience, polyvalentes et parfois peu compatibles avec le fait d'entrer dans la vie active. Bah, c'est cet équilibre-là, c'est en même temps un peu compliqué à gérer. Il faut en même temps promouvoir le retour d'expertise des anciens qui, à certains moments, parfois sont laissés inconsidérément sur le côté, et aussi permettre l'intégration des jeunes. Oui, parce que ça permettrait en plus de se transmettre des savoir-faire qu'on a perdus. Absolument. Merci beaucoup à vous tous pour vos commentaires. Alors maintenant, info côté entreprise. Eh bien, Nvidia, vous le savez, vous le connaissez tous, c'est ce fabricant de cartes graphiques, d'ailleurs très utilisé dans les jeux vidéo, et bien qui vient de lancer, ou qui vient de présenter en tout cas, une application interactive qui s'appelle Gauguin. Et oui, je vous le dis, eh bien oui, comme le nom du peintre, du célèbre peintre, capable de convertir des croquis basiques en chef-d'œuvre photoréaliste. Donc en fait, vous faites un croquis, bien sûr, par logiciel, mais un croquis 2D tout bête. Eh bien, ce logiciel prototype, avec lui, l'utilisateur peut choisir parmi une variété très différente de thèmes de paysages sur lesquels il peut ajouter des arbres, des ruisseaux, des fleurs et autres rochers, et avec différentes textures. Alors, comme l'intelligence artificielle est utilisée et qu'elle sait à quoi ressemble le monde réel, après s'être entraînée en visionnant des millions d'images, et lorsqu'on ajoute un arbre, eh bien l'ombre de celui-ci apparaîtra immédiatement sur le sol, tout comme si on ajoute une étendue d'eau, elle reflètera naturellement les objets voisins qui auront été choisis. Même donc Gauguin se concentre sur des éléments naturels, et la technologie de ce logiciel est capable de concevoir des paysages les plus citadins en intégrant aussi des bâtiments et même des personnes. Donc Nvidia pense que cet outil aiderait les architectes, les urbanistes, les paysagistes et bien sûr les designers de jeux vidéo. Voilà, c'est plutôt sympathique. Ça vous parle, Christophe Oui, Godot? donc ça aide les architectes. Hein. L'idée, c'est pas Architectes, de faire urbanistes, de nouvelles paysagistes. œuvres d'art Non. par intelligence Pour artificielle. l'instant, non, mais pourquoi pas, d'autres entreprises pourront peut-être l'utiliser pour faire des tableaux interactifs. Allez savoir. Je crois qu'effectivement, il y a un outil d'intelligence artificielle qui a compilé ce qui se faisait de mieux dans l'art classique et qui est arrivé à une toile censée être finalement une forme de résumé de toutes les époques, etc. Donc, je vous invite à regarder parce que la toile est pas mal, mais c'est pas non plus... Guillaume Vuittet. Alors, je n'ai pas joué les sachants en la matière, hein. Je connais pas grand-chose, mais juste, je saisis la balle au bon parce que je pense que ça peut aussi impacter cela. Un des enjeux sur le logement, qui est un sujet que je travaille tout particulièrement à l'Assemblée, on en reviendra tout à l'heure, c'est d'aller vers une forme de carnet de bord, de l'identification numérique du bâtiment. Et je pense que tout ce qui concourt la digitalisation du bâtiment, mais aussi de son environnement, parce qu'on ne peut pas différencier simplement un bâtiment de l'endroit où il est. C'est quelque chose qui est très bien et ça va dans le sens de l'histoire. Oui, puis ça permet, je pense, pour des modifications de projets, à des gens qui sont néophytes de pouvoir se projeter dans le futur ou dans la réalisation plutôt réaliste, finalement. C'est très compliqué quand on est riverain d'un projet, de se dire mon cadre de vie demain ce sera cela. Alors évidemment, il y a des belles maquettes, c'est un peu compliqué de se réduire au 12e pour s'insérer dans une maquette. Donc le fait qu'on ait la capacité, au travers d'outils maintenant digitaux, d'avoir cette réalité virtuelle qui nous est exposée, c'est quelque chose de très bien. Alors pour finir nos infos du jour, eh bien maintenant plein de rendez-vous ou des appels d'offres. Eh bien là, c'est un appel à candidature pour la nature en Île-de-France. L'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France veut mobiliser les communes franciliennes pour valoriser leurs actions menées en faveur de la biodiversité. Cette opération s'appelle « Les territoires s'engagent pour la nature en Île-de-France » avec le concours Capitale française de la biodiversité qui est ouvert jusqu'au 30 avril sur le site web capital-biodiversité.fr. Donc je fais un appel là aux communes. C'est l'édition donc 2019 bien sûr du concours qui porte sur le thème « Climat, la nature, source de solutions ».
5 trophées seront donc remis aux collectivités. En 2018, 24 communes franciliennes ont participé à ce concours, j'allais dire seulement. Donc il faudrait peut-être que d'autres villes y participent. En tout cas, si vous voulez y concourir, eh bien, le dossier de candidature est disponible sur capital-biodiversité.fr. Autre rendez-vous, bien voyage au cœur de l'industrie. Effectivement, on va parler de la semaine de l'industrie qui s'achève. Il y a énormément de postes à pourvoir en Val d'Oise, notamment, mais aussi en Île-de-France. Et les candidats ne tapent pas à la porte. Ils préfèrent taper à la porte des sociétés de services. Pourtant, est-ce que vous savez qu'on gagne 1 000 € de plus par mois dans l'industrie que dans les services? La moyenne d'embauche est à 2 500 €, alors que dans le service, c'est plutôt 1 500 €. Et bien justement, l'agglomération Plaine-Vallée vous propose de vous mobiliser pour la filière industrie. Dans le cadre de la 9e semaine de l'industrie, elle organise en partenariat avec Pôle emploi de Montmorency un salon dédié à l'emploi et aux métiers de l'industrie et des visites industrielles. Ce sera le 2 avril 2019 de 13h30 à 18h. Des acteurs de l'industrie, des entreprises du territoire du Val d'Oise et des organismes de formation se réunissent à la salle des fêtes de Soisy-sous-Montmorency pour présenter leur filière, leur métier et recruter de nouveaux profils. Bien sûr, apportez votre CV. Il y a même des formations payées par Pôle emploi. Donc, notamment, j'ai le cas d'une dame qui était assistante maternelle et qui a décidé de se reconvertir pour travailler dans le domaine de l'industrie. Elle a été prise en main par Pôle emploi et elle a droit à 8 mois de formation et après de signer un contrat, bien sûr, avec une entreprise qui va poursuivre sa formation parce que c'est un petit peu plus long, bien sûr, que 8 mois. Autre sujet, il n'y a pas que l'industrie qui a besoin d'emploi, il y a bien sûr aussi le bâtiment qui a un pied dans l'industrie, un pied dans le service. Le bâtiment recherche aussi beaucoup de postes. Et puis, 575 postes en alternance sont à pourvoir dans les banques de la région Île-de-France pour la rentrée de septembre 2019. Ça, c'est une annonce de l'École supérieure de la banque qui organise 2 job dating sur son campus de la Défense. Ce sera demain, le mardi 26 et le 13 avril. Donc voilà, les jeunes participants, vous pouvez aller rencontrer les responsables de banque. Rappelons que les banques emploient actuellement plus de 10 000 jeunes en alternance sur toute la France. Autre rendez-vous, eh bien c'est aussi demain, c'est la 7e édition du salon Effervescence en Val d'Oise, à l'Arenaïs, à Cergy-Pontoise, de 13h à 18h. Vous pourrez aller rencontrer les PME, PMI du Val d'Oise. Donc là aussi, soit trouver du travail, soit carrément collaborer ou signer des contrats. C'est un salon où il y a plus de 200 entreprises du Val d'Oise présentes, à la fois des PME et des grands comptes. Et c'est soutenu bien sûr par la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, le comité d'expansion économique du Val d'Oise, la CGPME, le MEVO et le comité mécanique Île-de-France. Donc tout ça, ça fait partie de la 9e semaine de l'industrie. Et dernier rendez-vous, eh bien c'est donc demain aussi, le 26 à partir de 14h. Là, c'est la région Île-de-France qui vous donne rendez-vous. C'est le premier événement dédié qui souhaite fédérer l'écosystème des job tech, ces acteurs incontournables qui accompagnent les franciliens dans le retour à l'emploi. Donc à cette occasion, vous pourrez rencontrer des recruteurs, des startups innovantes, des job boards, des plateformes d'intérim ou de freelance, des coachs, des grands groupes bien sûr, et puis aussi des investisseurs. Plus de 80 startups et 200 participants sont attendus. Région Île-de-France, c'est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen dans le 93. Voilà pour les rendez-vous du jour et c'est pourquoi je voulais parler avec vous, Guillaume Vuittet, de la semaine de l'industrie. Bon. Donc on va parler aussi peut-être des difficultés de recrutement. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pourquoi il y a autant de postes à pourvoir en Val d'Oise, comment on peut faire? C'est-à-dire que depuis que on ne fait plus de formation technique de type soudeur ou de technicien d'usinage, qui sont quand même des postes où on embauche dès le départ à 2 500 €. Du coup, il n'y a plus ce travail fait par le ministère de l'Enseignement. Comment peut-on faire? Donc les jeunes n'en ont pas idée finalement. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une campagne, je ne sais pas, publicitaire carrément, qui informe sur les métiers, comme le font les militaires, pour dire, ben voilà, on recrute des gens qui voudraient faire de l'armée leur métier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener nos Valdoisiens, finalement, ou les gens de l'Île-de-France à venir travailler chez les industriels? Oui, mais je pense, sans doute qu'il y a un problème d'image, parce qu'on a véhiculé, d'ailleurs, y compris sur les médias, que nous regardons tous,
une image du travail industriel en particulier, du travail manuel qui n'est pas toujours valorisé. Mais il y a sans doute, faut-il des campagnes d'information qui viennent conforter une image plus dynamique de tout ça. Moi, je suis bien conscient de tout ça. J'ai la première zone d'activité d'Europe dans ma circonscription à Saint-Ouen-le-Mont. Et je rencontre régulièrement des entreprises qui témoignent de ça. Je pense, parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, Mme Fontaine avec la société Acmo qui fait des joints industriels, et ils témoignent de cette difficulté. En même temps, ils en sont malheureux parce qu'ils ont un dynamisme très fort, une activité très soutenue qui leur permettrait d'embaucher, mais ce n'est pas les seuls. Je pense à d'autres personnes. Là-dedans, il y a, on regarde très bien, un problème d'image. Il y a aussi une étude du Conseil régional de France il n'y a pas si longtemps qui témoigne du fait que un certain nombre d'acteurs souhaitent des personnes déjà qualifiées, déjà avec beaucoup d'expérience. Et là-dessus, je pense que ce que nous mettons en œuvre avec la loi sur l'avenir professionnel et entre autres une relance de l'alternance et de l'apprentissage, c'est fondamental. Parce que ça doit permettre aussi aux entreprises d'intégrer différemment de nouveaux talents dans leur entreprise, dans leur personnel. Et puis il y a aussi simplement le fait de pouvoir embaucher plus facilement. Et là, c'est ce qu'on a fait déjà avec les ordonnances travail juste à l'arrivée d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'on a fait aussi avec la loi Pacte qui a été votée il y a peu pour permettre en effet de gommer les effets de seuil, de faire en sorte que ce soit plus simple. Puis il y a un point que je voudrais aussi quand même un petit peu souligner, c'est que derrière tout cela, il y a aussi une question de niveau de vie. Et le niveau de vie, ce n'est pas que le salaire. Aujourd'hui, en particulier dans une région comme l'Île-de-France, je pense au logement. Le problème pour ces jeunes salariés, c'est aussi de se loger dans une région où le logement est cher. Et là-dessus, d'une part, je voudrais saluer l'action d'Action Logement qui a comme vocation de réduire la distance entre le travail et le domicile, mais donc qui favorise l'émergence de la construction de logements sociaux. Je voudrais souligner ce qu'on a fait au travers de la loi Elan qui permet avec le bail mobilité de mieux adapter le logement à la grande, en effet, la mobilité. Quand on est un jeune actif, on va bouger. Quand on est en alternance, on risque de bouger aussi. Tout ça, ce sont des outils qu'on met en œuvre, mais c'est un équilibre complexe. Et je crois que la politique du logement aujourd'hui doit être tournée aussi vers cela, permettre à des personnes de pouvoir se loger pas très loin de leur travail. Sinon, ce sont d'abord les entreprises qui en pâtissent, et évidemment les salariés aussi. Un dernier point, parce que pourquoi je vous dis tout ça ? Moi, avant d'être député, j'ai travaillé comme tout le monde, et j'ai vu Sophie Antipolis. Et Sophie Antipolis à Nice, ce sont aussi des entreprises qui, aujourd'hui, sont obligées de loger leurs salariés, leurs cadres, très loin, avec des difficultés, évidemment, de savoir à quelle heure les gens arrivent, parfois tout bêtement, et parfois les secrétaires qui vont dans le mobil-home pour revenir dans l'IRP niçois ensuite. Donc, le logement, je crois, est au cœur, aujourd'hui, des questions qu'on va se poser en matière d'équilibre des territoires et aussi de compétitivité des entreprises. Mais on va revenir sur le logement dans quelques minutes, on va parler d'habitat si vous voulez bien, mais le Val d'Oise est quand même un département où la population est la plus jeune. Est-ce que finalement les entreprises n'auraient pas intérêt à aller carrément rencontrer les lycéens pour faire part des métiers, pour faire connaître des métiers dont peut-être des jeunes n'ont jamais entendu parler ? Alors, il y a sans doute un problème d'information. Je voudrais quand même rappeler, vous citiez le salon d'effervescence, j'y suis allé l'année dernière, j'ai essayé de... Et cette année, c'est un peu compliqué pour des raisons d'agenda parlementaire. Les réseaux et les chambres consulaires, les réseaux se mettent en branle par rapport à cela et ils font un travail remarquable. Dans les villes, j'ai assisté à beaucoup de forums des métiers et c'est très bien. Après, en effet, ça prend du temps. Il y a des métiers, je crois qu'il y a... en bouche et charcuterie, des milliers d'emplois qui sont libres. Donc il y a aussi un problème d'image. Il faut absolument qu'on ait collectivement ce souci de réhabiliter ces métiers manuels, ces métiers qui nous servent tous les matins et qu'on est bien content d'avoir en face de nous quand on désire simplement se distraire, se nourrir, habiter comme dans des conditions confortables. Donc il y a un travail d'image, de communication, c'est certain, de découverte. Je pense aussi que la réforme du lycée doit permettre aux élèves de mieux comprendre, de mieux percevoir leurs envies, comprendre les enjeux de formation qu'il y a derrière et adapter leur parcours à la satisfaction de cet équilibre entre les envies et la formation. Tout ça, c'est un ensemble et on y travaille. Merci beaucoup Guillaume Vittet. Alors, autre sujet avec vous, c'est un sujet qui vous est cher, mais c'est l'habitat, vous venez d'en parler un petit peu. Donc vous vous occupez en particulier, je crois, de l'habitat indigne. Alors le Premier ministre m'a confié une mission à cet égard, oui, ça fait partie de la diversité du travail parlementaire que vous me demandiez de décrire tout à l'heure. Alors évidemment, je ne vais pas vous donner des conclusions, ce sera le Premier ministre qui les aura en premier. C'est un petit peu tôt peut-être. C'est tôt, et puis c'est lui qui m'a demandé, donc c'est lui qui les aura en premier. Hein, ça se fait. Il faut être poli dans la vie. Là aussi, on ne se rend pas compte je pense, enfin si on s'en rend compte,
on a toujours un voisin, un secteur, un quartier qu'on connaît et qui connaît cela. C'est très diversifié l'habitat indigne, mais ça résume bien les enjeux qu'il y a aujourd'hui. On le voit dans le cœur de nos communes, avec des bâtiments qui vieillissent et qui sont parfois même vides, parce qu'il n'y a plus de commerce, parce que nos cœurs de ville se dépérissent, et c'est ce que nous essayons de résoudre au travers de l'action cœur de ville d'ailleurs. Mais enfin, il y a un travail qui est devant nous en la matière. Et puis il y a aussi le fait que, voilà, être smicard, être avec même 2000 euros de salaire quand on est seul, c'est pas simple pour se loger, y compris dans le Val d'Oise. Vous savez, j'avais fait une étude avant d'être élu, donc ça date un petit peu, mais sur Cergy. Mais la ville de Méry-sur-Oise, c'est pas très différente. Quand vous êtes au plafond des logements sociaux, donc vous n'avez pas le droit, au-delà d'avoir accès à un logement social, vous êtes à peu près à 10 euros du mètre carré par mois. Quand vous êtes dans le secteur privé, dans le secteur des loyers libres, vous êtes à peu près à 15 euros par mètre carré par mois. Entre les deux, dans cet écart des deux, il y a 25% des ménages qui n'ont plus droit aux logements sociaux et qui ne peuvent pas avoir accès dans des conditions normales aux logements classiques. Donc, soit elle serre la ceinture, elle tire sur la corde, d'ailleurs au risque de déprimer une demande locale parce que du coup on a moins de sous à mettre dans les commerces, c'est aussi ça l'équilibre des choses. Soit elles vont toujours plus loin dans le Vexin, alors c'est très bien, pour qu'il y a de très jolis villages dans le Vexin, mais parfois c'est un déplacement qui est un peu subi et qui fait que aussi c'est problèmes de transport, sur les problèmes d'équipement, de services publics et de services publics. C'est un équilibre global. Alors, vous avez dit tout à l'heure que, effectivement, c'est une mission parlementaire qui vous a été confiée. Parlez-nous un petit peu de la vie parlementaire. Donc, finalement, quand on est député, on ne s'occupe pas que du Val d'Oise. Non, on ne s'occupe pas que du Val d'Oise. Là, aujourd'hui, je vais vous dire, mais c'est très diversifié, c'est très exaltant, ça prend du temps, on ne chôme pas. Écoutez, en ce moment, je suis donc sur cette mission sur l'habitat indigne, comment faire en sorte que... Donc ça, c'est pour toute la France. C'est pour toute la France, comment faire en sorte... J'étais à Marseille il y a peu, et chacun en tête les événements du 5 novembre avec l'effondrement de ces deux immeubles, comment faire en sorte qu'il n'y ait plus ce type de drame et de résoudre les problèmes en la matière avec des enjeux très forts et coûteux. Il se trouve que je suis rapporteur des projets de loi sur la Polynésie française, parce que ça fait partie aussi de mon travail de parlementaire de faire cela. Et puis c'est aussi d'un travail de terrain, d'être présent sur les manifestations. J'étais au salon de la BD il n'y a pas si longtemps dans ma bonne ville de Méry-sur-Oise, et c'était un moment très dynamique. Aussi sur les territoires économiques, je vous parlais tout à l'heure de la zone d'activité de Sainte-Foy-l'Aumône, donc évidemment j'y suis aussi. Puis parfois c'est entre les deux. Demain je vais interroger la ministre de la Santé sur l'avenir de l'hôpital de Beaumont-sur-Oise et de l'hôpital du Pays de France et de Carmel qui est à Saint-Martin-du-Tertre dans ma circonscription. C'est tout ça, être député, c'est être à l'écoute des gens, mais aussi proposer des choses pour tout le monde. C'est un équilibre un petit peu exigeant. Et bien justement, on va en profiter pour vous poser une question que d'ailleurs on en a deux questions que les auditeurs posent. Pourquoi n'y a-t-il, la première puisque vous voyez la ministre de la Santé, pourquoi n'y a-t-il pas de CHU en Val d'Oise, alors qu'on est une population importante et que justement le numerus clausus a été justement libéré par l'Assemblée nationale la semaine dernière, me semble-t-il. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas penser à former des jeunes médecins en Val d'Oise ? Écoutez, je pense qu'il y a, d'une part, c'est un dossier sur lequel on peut continuer à travailler quand même. Il ne faut pas croire que les choses se fichent comme ça tout le temps. Il y a du travail à faire aussi en la matière. Je crois aussi qu'il faut convenir que l'Île-de-France, sur l'Île-de-France, on doit raisonner en bassin de vie. Et que la formation des futurs médecins, elle doit aussi se concevoir d'abord par ses débouchés. Où est-ce que vont aller les médecins ensuite ? Et là, il y a du travail à faire et on le sait bien. Donc, on est une région capitale, et je crois qu'on va avoir un maillage de la formation qui va voir à ce niveau-là. Mais s'il y a un trou de souris pour permettre cela, je le prendrai avec plaisir et je continue à le chercher. Merci beaucoup. Autre question que nous posent les auditeurs, si vous voulez bien, au niveau international cette fois. Pourquoi n'a-t-on pas de projet de lycée international en Val d'Oise alors que finalement on a un réseau, un bassin d'entreprises énorme et que finalement des langues c'est quand même l'avenir? Alors, il y a un réseau de lycées internationaux là encore une fois qu'il faut envisager à l'échelle de France. Mais alors, je n'aurai pas forcément de réponse sur le lycée en tant que tel, mais je voudrais quand même souligner le plan campus qui est sur l'émergence d'un campus international sur Cergy-Pontoise, qui répond en partie à ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on a bien un tissu économique qui a besoin de jeunes qui sont formés non seulement aux dernières techniques, aux dernières technologies, mais aussi qui sont formés à l'international, et faire émerger un campus
de niveau international sur l'agglomération de Cergy-Pontoise, bah, ça c'est un projet qui à mon avis répond à cela. Merci beaucoup Guillaume Buitet pour toutes ces réponses. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Ce n'est pas fini, mais on va faire, si vous voulez bien, une seconde pause musicale. Il est 10h01. Bon, je pense qu'on a vu presque tous les sujets. Je pense qu'on a vu tous les sujets. Vous voulez aborder autre chose? Oui, Qu'est-ce qu'on oui, avait oui. dit d'autre là? Moi, c'est tout ce que j'avais noté. Alors après, j'avais sinon la vente d'ADP et de Française des Jeux, si vous voulez. Sinon, je vous passe la parole. Bon, vous laissez On la va parler parole des parce que... néobanques. D'accord. Vous voulez que je reste là pour agir? Oui. Peut-être c'est bien si vous avez encore un petit quart d'heure. Oui, ça je peux encore un petit quart d'heure. ADP, c'est comme vous voulez. Je peux dire ce que j'en pense. Oui. Bon, on va voir, on va leur passer un petit peu la Oui, parole. oui, faut peut-être Alors, si vous restez avec nous en guise de conclusion. D'accord. Peut-être. Ouais. Bon, on va passer tout de suite à vos sujets à tous les deux. D'accord. Au problème des néobanques. Je vais redonner. Du coup, je ne fais pas de monologue, vous allez m'alimenter Oui. en questions. Je vais faire comme avec Guillaume Butet, c'est que je pose des questions. Enfin, je rebondis sur ce que vous allez dire. En Très bien. fait. Je vais vous lancer. C'est bizarre. Surtout que vous avez dit tout à l'heure un mot que je ne connaissais pas. Vous avez dit on vend notre solution blanche. En marque blanche. En marque blanche. Alors là, on va voir expliquer ce que ça veut dire. Avec plaisir. C'est Sting et Staggy là? Non. Il y a Sting, Shaggy et Maître Games. Ah, c'est eux ça? Ouais. Ok. En fait, c'est pas la version que je voulais. Ça. C'est pas grave. Moi, parce que je la connaissais, c'est bon. Je la connaissais. Et mais du bon. coup, il n'y a aucune publicité? Non, on ne fait pas de publicité. On est subventionné pas assez, par la région, par le ministère de la Culture, un petit peu par la région, un petit peu par le département. Puis après, on cherche des partenariats. C'est pas évident, mais bon. On est encore un peu trop petit pour vous. Non, mais Puis on a des gros problèmes d'antenne. Ah oui? On a le CSA a octroyé une partie de notre fréquence à d'autres radios qui maintenant nous ont attaqué l'année dernière au travers du CSA parce qu'ils veulent récupérer notre antenne. Et quelquefois ils nous brouillent. La semaine dernière on était brouillés. On va parler de ça parce que j'ai une amie qui sait ça. Ah oui, je veux bien vous en parler juste après, parce que je sais pas comment on va s'en sortir. Et puis par ailleurs, mais je vous en dirai peut-être, j'ai mon ancien assistant du circo, c'est mon ancien parce qu'il a décidé de faire autre chose, pas parce qu'on s'est fâché. Attention. C'est bon. Nous voici de retour au bar de l'économie. Je suis toujours en compagnie de Guillaume Vuittet, député du Val d'Oise, de Christophe Godot, dirigeant de Canbase, et d'Alexandre Sanvélian, responsable commercial, bien sûr, de Manager One. On va donc aborder maintenant le sujet de la néobanque. Mais d'abord, Christophe Godot, vous dirigez Canbase. Rappelez-nous quand même 11 installations à Paris et quelques installations en province. Rappelez-nous ce que vous faites et pourquoi vous êtes-vous intéressé au sujet des néobanques, justement? Oui, alors effectivement, Canbase, donc avec un K, hein, Canbase, c'est 11 Canbase du coup à Paris et une vingtaine de centres en province qui sont des centres partenaires. Alors nous on aide nos clients TPE en entrant par la prestation de la domiciliation d'entreprise. Donc c'est pour nos clients la possibilité d'avoir un siège social à une adresse qu'ils ont choisie et qui correspond le mieux possible à leur activité. Donc effectivement, le backing dont vous parliez tout à l'heure, c'est une forme de boîte à outils qui vont aider les créateurs d'entreprises et ensuite les entrepreneurs, une fois qu'ils ont créé leur société, à développer leur business et à se concentrer quasiment exclusivement sur le business, puisque vous le savez, c'est en France, c'est pas l'apanage de la France, mais le métier de chef d'entreprise nécessite beaucoup de back-office, de suivi administratif, de tâches qui ne sont pas forcément dédiées à leur vie de chef d'entreprise et qui empêchent parfois les chefs d'entreprise de se concentrer sur leur métier. Donc, Canbase est vraiment là pour les aider. Donc on commence par la domiciliation d'entreprise, donc on les aide à choisir un siège social, et puis après on va leur
proposer à la carte un certain nombre de prestations, comme de la permanence téléphonique, comme de la mise à disposition d'espace, comme l'assistance dans leurs prestations commerciales, par exemple. Et pourquoi on s'est intéressé aux néobanques? Parce que je ne sais pas si nos auditeurs le savent, mais quand on crée une entreprise, une des premières étapes, c'est d'obtenir une attestation de dépôt en capital. Donc c'est un terme un peu barbare, mais qui est exigé par tous les greffes de France, tous les greffes des tribunaux de commerce de France pour créer sa société. Et en fait, ce n'est pas une tâche complètement triviale à réaliser. Ça consiste à déposer des fonds sur un compte bancaire dédié et en échange de quoi la banque va vous transmettre cette fameuse attestation. Nous, on s'est intéressé aux néobanques parce qu'elles avaient la capacité de fournir cette attestation beaucoup plus rapidement que les banques de réseau, les banques traditionnelles. Et d'autre part, les néobanques avaient une grosse orientation digitale et dématérialisation qui nous intéresse beaucoup parce que chez Grandbase, on en fait un de nos chevaux de bataille, la dématérialisation et la possibilité pour nos clients de faire de plus en plus de tâches en ligne. Alors, justement, on va demander à Alexandre Sanvellian de nous détailler un petit peu ce que propose Manager One. Donc, puisque vous êtes dans le métier finalement de la néobanque, donc qu'est-ce qu'une néobanque? Alors, une néobanque, ça représente tous les nouveaux acteurs bancaires 100% en ligne qui vont proposer une expérience client différenciante avec, comme le disait Christophe, vraiment la priorité, ça va être de remettre le besoin du client au centre de ce qu'on va proposer. Par exemple, avec des produits basiques comme la carte ou les frais de tenue de compte complètement gratuits. Donc finalement, comment fait-on pour créer un compte? Comment ça se passe? Alors, vous avez Donc, juste à prendre qu'on votre soit ordinateur. particulier ou chef d'entreprise, j'imagine, on peut faire appel à Manager One. Exactement, parce qu'aujourd'hui, il existe deux sortes de néobanques. Vous allez avoir les néobanques pour les particuliers, donc par exemple en France Orange Bank ou N26 en Allemagne, qui d'ailleurs vient de lever 300 millions d'euros, ce qui est assez symbolique de cette effervescence pour les néobanques. Et il y a également les néobanques pour les professionnels, comme l'est aujourd'hui Manager One. D'accord, donc vous adressez qu'aux professionnels, c'est-à-dire à des chefs d'entreprise ou des professionnels indépendants Exactement. qui créent une activité économique. Exactement. Et avec la même ADN, je pense, que Grandbase, de vraiment simplifier la vie des entrepreneurs en leur proposant des services assez innovants et en leur permettant de gagner du temps dans leur gestion, en leur enlevant des tâches assez chronophages de saisie sans aucun intérêt dans la gestion de leur entreprise pour pouvoir vraiment garder la tête dans le guidon et développer leur activité. Alors ça veut dire quoi? Si je suis chef d'entreprise ou si je crée, par exemple, je m'installe en tant que dentiste, je dis n'importe quoi, Tout à fait, c'est un très bon exemple d'ailleurs. ou plombier, je vous contacte comment? Par Internet? Alors par Internet, vous faites l'inscription en ligne. Aujourd'hui, si vous avez les documents nécessaires à s'inscrire dans une banque déjà scannés sur votre ordinateur, l'inscription va prendre 5 minutes. Et en 48 heures, vous pouvez avoir votre attestation de dépôt de capital, comme le disait Christophe, ce qui va être beaucoup plus rapide que dans une banque traditionnelle. Parce que dans une banque traditionnelle, vous allez devoir prendre rendez-vous, attendre 1 à 2 semaines, peut-être oublier quelques papiers pour procéder à cette inscription, donc devoir faire certains allers-retours, et ça peut prendre de 1 à 2 mois. Alors qu'aujourd'hui, un entrepreneur qui va vouloir créer son entreprise, il va être assez stressé, il va vouloir que ça se passe le plus rapidement possible, et c'est ce qu'on s'engage à faire. C'est vrai que souvent, lorsqu'on va en rendez-vous avec la banque, on a toujours oublié un document, il faut retourner et il faut reprendre rendez-vous. Bien sûr. C'est vrai que ça prend du temps. Alors du coup, on ouvre un compte comme on ouvre un compte dans une banque classique. Exactement. Vous avez juste besoin de vos pièces d'identité, assez classiques, les statuts de votre société, les pièces d'identité de vos actionnaires, votre justificatif de domiciliation d'entreprise. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on a des partenaires comme Grandbase. Et 48 heures après, votre compte est ouvert. 48 heures seulement pour ouvrir un compte. Et ensuite, on peut gérer ce compte. Tout à fait. Vous pouvez gérer ensuite ce compte depuis votre ordinateur ou depuis votre mobile. Puisqu'aujourd'hui, on a notre application qui est complètement en ligne, mobile et ordinateur. Donc j'imagine qu'il n'y a pas de chéquier, on fait tout par virement bancaire. On fait les moyens de paiement sont donc le virement bancaire et la carte bleue. C'est quelque chose d'assez important pour Manager One. Aujourd'hui, on a réussi à créer notre propre serveur monétique, ce qui nous permet d'être la seule néobanque en France à proposer une carte bancaire sans plafond. On s'est rendu compte aujourd'hui en accompagnant nos entreprises qu'on avait des professions où vous deviez payer
des gros montants avec votre carte bancaire et que souvent, malheureusement, vous étiez bloqué par le plafond de votre banque. Donc, vous deviez attendre 2 à 3 jours et séquencer vos paiements. Aujourd'hui, avec Manager One, ça, c'est de l'histoire ancienne et on est très content de pouvoir promouvoir cette offre. Donc une carte bancaire sans plafond, c'est ça que vous Tout à voulez fait. dire hein, Et totalement paramétrable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir, si vous avez une flotte de commerciaux ou différents employés, vous allez pouvoir donner une carte à toutes les personnes de votre entreprise en mettant des plafonds différents pour des entreprises. Pour un directeur général, vous allez augmenter le plafond. Pour un Un commercial, plafond différent par salarié, vous voulez un dire. plafond différent par salarié pour les paiements, mais également pour les retraits. Un commercial, par exemple, je vais prendre cet exemple, il ne va pas avoir besoin de faire de retrait, donc vous allez pouvoir paramétrer la carte sans qu'il puisse faire de retrait, sans faire de paiement sur Internet. Admettons que ce commercial ne travaille pas le jeudi et le vendredi, vous allez pouvoir bloquer la carte le jeudi et le vendredi. La carte est totalement paramétrable. D'accord, donc on peut complètement bloquer des jours d'utilisation. Bien sûr, et tout cela en temps réel, depuis votre téléphone entrepreneur, va pouvoir gérer sa flotte de cartes depuis son ordinateur ou depuis son mobile en temps réel. D'accord, donc c'est plus simple pour le comptable ou pour le chef d'entreprise pour gérer. Exactement. Alors, par contre, au niveau de ce compte, est-ce que c'est limité en montant? C'est-à-dire, En montant, est-ce qu'on a une limite de dépôt? Comment ça se passe? c'est illimité. C'est C'est illimité. illimité et aujourd'hui, ce qui intéresse beaucoup les entrepreneurs qu'on accompagne, c'est qu'également, nous n'avons aucune commission de mouvement sur tout ce qui est virement. Vous allez pouvoir faire des virements de plusieurs centaines de milliers d'euros sans avoir le moindre frais. Alors, j'ai une autre question, par contre, c'est sur la garantie. Bien sûr, c'est ça, le contrôle et la garantie. Qui me garantit? Puisqu'on sait maintenant que les banques sont limitées à 100 000 euros sur un compte Bien sûr. par personne. Comment vous C'est pour ça que Qu'est-ce que nous, vous aujourd'hui, garantissez? nous sommes adossés à une banque traditionnelle qui s'appelle la Banque Warmser, qui est une banque peu connue du grand public, mais qui est une banque d'affaires qui a été créée en 1936, qui est Boulevard Haussmann aujourd'hui, et qui nous permet d'avoir tous les agréments bancaires comme pourrait avoir aujourd'hui la BNP ou la Société Générale. Et c'est grâce à cette banque aujourd'hui qu'on peut délivrer des attestations de dépôt de capital en un temps record. On va pouvoir faire des augmentations de capital, on va pouvoir délivrer des chèques de banque. On va vraiment pouvoir avoir tous les services traditionnels bancaires grâce à ce partenaire, tout en ayant également l'agilité d'une néobanque en proposant des fonctionnalités innovantes et qui vont simplifier la vie au quotidien des entrepreneurs qu'on accompagne. Donc, vous êtes garanti par une banque, finalement. Tout à fait. On va répéter le nom de la banque, si vous La voulez bien. banque Warmser Frères. Voilà, la banque Worms Frères. Warmser Frères, c'est Worms différent. Frères, Warmser ça, Frères. c'est différent, merci beaucoup. Et donc, ce qui veut dire que vous êtes aussi piloté par l'autorité de contrôle? Prudentiel, tout à fait, par C'est la ça CPR. On répond à toutes ces normes et nous avons tous les agréments bancaires et pour nous, c'est quelque chose d'assez confortable. Parce qu'on peut accompagner toutes sortes d'entreprises, que ce soit des entreprises avec des actionnaires personnes physiques, mais également personnes morales et tous les statuts juridiques aujourd'hui. Voilà, mais c'est réservé qu'aux professionnels, un particulier ne peut pas venir malheureusement. Non, malheureusement. Bon, d'accord, merci beaucoup pour toutes ces explications. Par Ouais. contre, vous avez utilisé tout à l'heure, alors moi j'ai deux questions, vous avez utilisé le mot en marque blanche, que vous vendez vos solutions en marque blanche, et puis j'aimerais connaître votre modèle économique. Donc, qu'est-ce qu'une solution? Quand vous dites on vend nos solutions en marque blanche, qu'est-ce que ça veut dire? Alors aujourd'hui, on a développé une application web et mobile très développée avec des services assez innovants comme ce qu'on peut appeler la comptabilité simplifiée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rajouter vos justificatifs directement aux opérations. C'est fini la comptabilité un peu à l'ancienne de l'entrepreneur où vous mettiez tous vos justificatifs dans une enveloppe, voire dans une boîte à chaussures, Tout et à vous fait. ameniez tout ça à la fin du mois comptable. Aujourd'hui, vous allez pouvoir faire ça en temps réel. Directement et en fin de mois pouvoir simplifier votre comptable. Comment on fait? Soit en reliant la facture directement depuis votre ordinateur ou à l'aide d'une simple photographie depuis votre mobile ou alors d'autres fonctionnalités comme la possibilité de payer tous vos salariés depuis un fichier PDF. Donc toutes ces fonctionnalités intéressent énormément les banques en Europe mais également Et puis dans le les monde. experts comptables, Et j'imagine. nous, ce qu'on propose en marque blanche aujourd'hui, c'est d'accompagner des banques à l'étranger, de leur proposer sous forme de licence notre modèle de web banking et de les accompagner comme ceci. Ce qui les rassure aujourd'hui, c'est que au lieu de payer une équipe de développeurs qui va partir de zéro et mettre peut-être plusieurs mois, voire des années à concevoir une vraie application de web banking, nous, on utilise cette application tous les jours, donc c'est quelque chose qui est rassurant pour nos partenaires à l'étranger. Et on peut aujourd'hui se raccorder à leur système informatique en 2 mois. Donc très rapidement, ils vont pouvoir proposer quelque chose de différenciant sur leur marché. Et on s'engage à leur offrir à chaque nouvelle fonctionnalité, parce qu'aujourd'hui, Manager One, on est à peu près à une fonctionnalité nouvelle tous les 2 mois. On va également rajouter cette fonctionnalité aux partenaires étrangers à qui on vend marque blanche notre licence.
Donc j'imagine que ça participe à votre modèle économique. Tout à fait. Aujourd'hui, on a 2 leviers de rémunération. Donc bien sûr, Manager One en France. Donc aujourd'hui, on a entre 30 et 40 nouveaux clients par jour. Donc on est très content. Et le deuxième levier, ça va être bien sûr cette vente de licences à l'international. Et donc, quand vous dites que ce sont donc bien sûr que les professionnels, donc on imagine toutes les professions libérales, tous les chefs d'entreprise, Toutes les professions libérales. est-ce que c'est aussi les sociétés civiles immobilières, tous ceux qui sont sous forme de ce type de société? Alors on accompagne énormément des SCI, c'est vrai que si vous faites bien de le préciser, on va vraiment accompagner aujourd'hui, on n'accompagne pas principalement une typologie d'entreprise, c'est vraiment très étendu et on peut vraiment accompagner toute forme d'entreprise, même des SCI. D'accord, donc en fait, n'importe quelle forme d'entreprise, n'importe quelle forme de travail indépendant peut venir Exactement. chez... Avec grand plaisir, et Chez tout cela Manager pour un One. tarif unique et identique pour tout le monde de 29,99 € TTC. Ça, c'est pour l'année? C'est par un mois. abonnement? C'est par mois. C'est par mois. À 29,99 € sans aucun frais caché, aucune commission de mouvement, carte illimitée. Vous allez pouvoir Donc en fait, bénéficier de toutes ces fonctionnalités. voilà, on prend un abonnement finalement, Oui, c'est ça. un abonnement mensuel de 30 € par mois à peu près. 29,99 € sans engagement. 29,99 €. Non, soyons précis. Sans engagement, et pour cela, vous allez avoir donc, sans virement sortant, virement entrant illimité. Vous allez avoir votre première carte complètement gratuite. À partir de la seconde, vous allez juste payer les frais d'envoi et de fabrication, mais avec aucune redondance de tarifs sur les cartes. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir 200 cartes bancaires. Vous allez juste payer les frais d'envoi, mais le second mois, tout cela sera pour 29,99 €. Donc, c'est quelque chose de très intéressant pour les entrepreneurs qui vont avoir des flottes de cartes pour les notes de frais. Et aucun aujourd'hui pour ce qu'on peut appeler les opérations un petit peu particulières, ça tient sur une feuille A4. La tarification est vraiment quelque chose auquel on est très attaché pour être très transparent par rapport à notre communauté. Alors, quel montant, est-ce que vous êtes limité, quel montant garantissez-vous à vos clients? Est-ce que c'est la même limite que les banques traditionnelles? Exactement, C'est la même pareil. limite que les banques traditionnelles. Donc c'est 100 000 €. Tout à fait. D'accord. Et donc, vous avez lancé ce produit, on va dire, en août 2017. Tout à fait. Comment est venue l'idée au départ? Alors l'idée, il est venu de nos actionnaires, parce qu'on a des actionnaires assez connus, par exemple Michael Benabou qui est un des cofondateurs de Vente Privée, Laurent Dassault, Alain Klinskowski qui est administrateur de Amorisport, et notre CEO Adrien Toiti qui est un multi-entrepreneur, et qui ont toujours été un peu déçus de leurs partenaires bancaires, donc sur 2 aspects. L'aspect tarifaire, avec une tarification assez opaque. Des fois, on s'est rendu compte que pour 2 entreprises similaires, avec une activité identique dans les mêmes banques, vous pouviez avoir une tarification différente, de façon assez inexplicable et même inexpliquée, parce qu'aujourd'hui, les conseillers bancaires ne maîtrisent pas cela, et des fonctionnalités qui étaient un peu décorrélées des besoins des entrepreneurs. Christophe Godot, pourquoi vous avez fait appel finalement à Manager One? En fait, effectivement, là on parlait de la tarification. Je crois qu'on est vraiment aujourd'hui dans une société où les consommateurs ont besoin de transparence sur les prix. Et une des choses qui nous a vraiment convaincus de faire appel à Neobank au Neobank et à Manager One en particulier, c'est justement ce tarif tout compris. Vous savez, je crois que c'est un peu terminé, le tarif avec un prix d'appel extrêmement bas, et puis des pourcentages, effectivement, comme on le disait Alexandre, sur les virements, des pourcentages sur les prélèvements, des frais de rejet, etc. Ce que voilà, vous voulez dire, c'est la qu'une première chose. tarification qui n'est pas fixe, enfin qui n'est pas connue finalement. Qui n'est pas connu. Et là, effectivement, nous, on s'y emploie aussi chez Grande Base, puisque c'est quelque chose qu'on défend, et c'est fondamental, la visibilité qu'on donne à nos clients sur ce sujet. Donc ça a été une des premières raisons. Et puis après, il y a eu aussi la dimension qu'on peut appeler service après-vente, ou lien avec les clients des néobanques. Je crois que effectivement, c'est un point où les néobanques sont très forts. Ils sont capables d'avoir un lien à la fois digital et humain avec leurs clients, et donc d'avoir des réponses instantanées. C'est jamais facile d'avoir son conseiller bancaire, comme vous le savez, au téléphone, enfin son conseiller bancaire traditionnel. Donc c'était aussi, je pense, un point sur lesquels les néobanques ont apporté énormément de flexibilité, d'agilité
Et finalement, le chef d'entreprise, il a besoin de rapidité aussi, de cette agilité pour traiter ses affaires. Et donc, c'est une demande, puisque vous travaillez beaucoup avec les petites entreprises de moins de 20 salariés, c'est une demande des chefs d'entreprise, Oui, cette agilité? Ah oui, complètement. Et même moins de 5 salariés. Hein. Nous, on est sur des entreprises qui sont entre 0 et 5 salariés. On a aujourd'hui 4000 clients. Et dans ces 4000 clients, il y a un point commun. C'est effectivement des solutions clés en main, c'est-à-dire plug and play, facile à implémenter, des solutions avec des prix connus à l'avance et effectivement des solutions agiles. Alors Alexandre Sanveillant, vous avez dit tout à l'heure que vous développiez des nouvelles solutions tous les mois. Donc c'est du temps de développement informatique important. Donc je suppose que vous avez une équipe costaud derrière. Quelles sont les nouveautés que vous avez proposées récemment et quel va être le futur finalement de Manager One? Alors récemment, on a proposé une fonctionnalité à destination des professions libérales médicales. Vous parliez des dentistes. Aujourd'hui, quand une profession libérale médicale avance le tiers payant, elle doit en fin de mois retrouver de la part d'Amélie donc ses remboursements et faire la récupération et matcher avec le remboursement. C'est quelque chose de très chronophage, sans réelle valeur ajoutée, mais de très pénible à faire. Et aujourd'hui, ces professions vont pouvoir, en inscrivant leur compte Amélie sur le compte Manager One, avoir une automatisation de ce rapprochement. Et c'est quelque chose où on s'est rendu compte qui fait gagner de 1 heure à 1 journée pour ces professions. On va également mettre en place la vente à distance en proposant des terminaux de paiement dans les mois à venir et d'autres fonctionnalités qui sont encore confidentielles mais qui vont arriver aujourd'hui. On arrive à obtenir ce rythme de proposer une nouvelle fonctionnalité presque tous les mois. On sera content de suivre vos fonctionnalités. Avec vous grand plaisir. avez aussi des offres d'emploi pour voir, je crois, donc profitez-en. Alors aujourd'hui, on est toujours à la recherche de personnes passionnées par le développement. Donc nous, on est sur des fonctionnalités PHP, sur du langage PHP plutôt. Et donc on est à la recherche toujours de nouveaux talents pour pouvoir développer ces fonctionnalités. Donc n'hésitez pas si vous sentez les capacités de nous rejoindre à postuler. Développeurs et commerciaux, si vous cherchez des postes, rejoignez Manager One. Merci Alexandre Sanveillant pour cette présentation de qu'est-ce qu'une néobanque dédiée aux professionnels. On va repasser la parole à Guillaume Vuittet pour 1 minute de conclusion. J'avais envie de vous poser la question, Guillaume Vuittet. Alors, la vente d'ADP qui vient de se faire, et puis peut-être la Française des Jeux, pensez-vous que ce soit bien de privatiser des joyaux qui rapportent beaucoup d'argent à l'État? Alors en 1 minute, ça va être compliqué quand même, parce que le sujet est complexe, et je crois qu'on joue un peu à se faire peur, pour dire des choses par rapport à ça. D'abord, le point central, c'est comment on finance l'innovation dans ce pays. Alors on peut se dire qu'on base tout sur les dividendes, les résultats d'entreprises, qui seront forcément aléatoires. Alors évidemment, en ce moment, et c'est pour ça que c'est une bonne idée de procéder à ces ventes et à ces concessions maintenant, parce qu'après on reviendra en détail, parce que justement là, elles sont en bonne santé, donc ça va rapporter beaucoup, et ça va permettre de financer l'innovation par des placements qui sont sécurisés. ADP, le lendemain des attentats du 11 septembre, je ne suis pas sûr que les résultats étaient terribles. On ne peut pas faire dépendre une politique qui vise à rénover notre économie et à promouvoir l'innovation sur des choses trop aléatoires. Et je pense que ce n'est pas le rôle de l'État de jouer comme ça sur un coup de bourse. Maintenant, sur son rôle aussi, ADP, c'est 74% du résultat qui sont basés sur des activités commerciales. Est-ce que c'est le rôle de l'État aussi de gérer ça? J'en suis pas convaincu. Alors la question ensuite, c'est de savoir est-ce que c'est un bon prix. Je crois que personne ne conteste le fait que tout ça a été fait à un bon prix. Et pour ce qui est d'ADP, il y a une chose qui est très claire, les actifs, le foncier n'est pas vendu, c'est une concession qui va être concédée. Et donc, on n'est pas du tout sur le fantasme de on dilapide tout à la fin. Dernier point, c'est est-ce que l'État conserve un rôle stratégique? D'une part, Bruno Le Maire à l'Assemblée a été clair en disant que tout était sur la table et que, évidemment, l'État conserverait un regard stratégique par rapport à ça. Et puis, il y a la dernière chose, c'est sur l'intérêt des riverains par rapport au bruit, par rapport au passage, par rapport aux rotations au-dessus de leur tête. Vous savez, d'une part, je tiens à saluer le travail de Jessica Park, ma collègue, en la matière. Elle est extrêmement impliquée sur le sujet. Moi, c'est un sujet que je connais bien parce que quand j'étais conseiller régional, avec un de mes collègues, on a aussi promu une solution pour permettre de faire les travaux plus vite. Je ne suis pas sûr que l'État soit toujours le meilleur, quand il est propriétaire, ce soit le meilleur agent en termes de réaction par rapport à ses propres obligations. Et bien sûr, l'État devra être vigilant sur la qualité de vie des riverains. C'est dans la feuille de route.
Et je pense que maintenant, il faut s'attaquer à cela. Merci beaucoup Guillaume Vuittet, merci à vous trois pour votre présence ce Merci matin de en votre studio. invitation. Notre émission va s'achever. Dernier rendez-vous, c'est le 30 mars. Souvenez-vous, les entretiens européens d'Anguin. Le thème, c'est l'Union européenne, l'heure des choix. 3 débats comme chaque année. Brexit, should I stay or should I go? Vers une armée européenne. Et quelle recomposition après les élections européennes? Voilà, tout ça, c'est le 30 mars à Anguin, organisé par l'IRIS, la société de Pascal Boniface qui nous fait ses chroniques hebdomadaires. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve dès mercredi. Et demain, c'est Jacqueline Voraz aux manettes et au micro. Bonne journée à tous. À mercredi. Et voilà. Parfait. On fait une petite photo. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Ah bah,